Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. L'argent, l'oseille, le flouze, les sous n'est pas le seul marqueur qui sépare les riches des pauvres. D'autres choses les différencient. À en croire, il existe un monde des riches et un monde des pauvres. Il existe bien un passeport commun aux riches et aux pauvres, et c'est notre sujet du jour. Parlons des mots M-O-T-S, employés par les riches et aussi employés par les pauvres. Quel est le lexique des riches? Quel est le lexique des pauvres? Comment parlent les riches? Comment parlent les pauvres? Quel est le vocabulaire usité? Pourquoi une telle différence sémantique entre ces deux mondes? Comment se fabrique la richesse par les mots? Parle-t-on autrement quand on est riche que quand on est pauvre? Est-ce que ces mots définissent notre horizon? En quoi ces mots sont des facteurs de domination et d'appropriation des richesses? Revenons-en à la première question, le lexique des riches et le lexique des pauvres. Non seulement les deux utilisent un lexique qui est différent, mais qui est aussi différenciant et polarisant. Prenons des exemples. Quand on vit dans une famille riche, on entend souvent des mots comme patrimoine, comme la fiscalité, comme la transmission, le notaire, des avoirs et même des banques, qu'on n'entend pas dans le quotidien, donc des familles modestes. Donc c'est tout un champ lexical, c'est tout un univers dont on n'a pas forcément les mêmes mots en fait qui sont employés. Ça va du quotidien, ça va de l'habitat, ça va des médecins, ça va des professionnels, ça va des experts qu'on côtoie justement à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc c'est vraiment un champ, en fait, c'est vraiment un vocabulaire en fait qui est spécifique à ces deux mondes et dont forcément on peut avoir des marqueurs communs, des mots communs, mais chaque monde en fait utilise un vocabulaire différenciant et un vocabulaire qui est différent de ce que utilise en fait l'autre monde au quotidien parce que forcément ils ne vivent pas en fait les mêmes vies. Je vais prendre un exemple en fait sur le vocabulaire en fait que j'ai dit tout à l'heure, usité. Quand on est pauvre, on a un vocabulaire en fait qui est très axé sur le quotidien, à savoir je dois payer mes traites, je dois payer mes charges, je dois payer mes factures. On a un raisonnement en fait qui est vraiment un raisonnement de court terme parce qu'on doit subvenir en fait à ses besoins, on doit pouvoir manger, on a ce qu'on appelle les besoins de base et le quotidien c'est les courses, aller chez le commerçant, aller réparer quelque chose au garage, trouver des bons plans pour s'en sortir. On est vraiment très axé en fait sur les temples de consommation parce qu'on va pouvoir dire voilà, j'ai trouvé un bon plan, j'ai les soldes, j'ai trouvé en fait des astuces. En fait, on est vraiment enfermé en fait dans cette bulle de la consommation parce qu'on cherche avant tout en fait à s'extirper en fait de ça. Alors que quand on est riche, on est sur d'autres champs lexicaux, à savoir j'ai des opportunités, j'ai fait une belle affaire, j'ai saisi, je dois contacter un tel avocat ou un tel spécialiste, un tel expert, on m'a fait une offre. Donc voilà, vous voyez, donc forcément on n'est pas dans le même monde parce que le monde des uns et des autres, en fait, chacun emprunte ou chacun contacte des interlocuteurs qui sont différents. Donc, pourquoi on a une telle différence sémantique? C'est tout simplement, quand on parle avec un avocat spécialiste,
ou un avocat d'affaires, ce n'est pas la même chose que quand on doit contacter, par exemple, euh, le conseiller de France Expertise, de France Emploi, ou le conseiller de la CAF, où on doit contacter la sécurité sociale euh, pour se battre pour être remboursé. Donc, selon les interlocuteurs qu'on a en face, que ce soit des fiscalistes, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine, des commissaires aux comptes, des experts comptables, on n'a pas forcément le même vocabulaire que si on doit parler, par exemple, aux marchands primeurs, aux commerçants d'à côté, ou tout simplement, c'est lui qui a mis une annonce dans le bon plan. Et c'est loin d'être forcément en fait un mépris, c'est tout simplement selon avec qui on se parle, on n'utilise pas forcément le même vocabulaire. Et vous pouvez le constater, même dans vos relations, quand vous parlez en fait à vos potes, à vos copains, à vos membres de famille, selon avec qui on parle, on n'entend pas les mêmes mots, on n'entend pas les mêmes choses. Il y en a, des fois on leur demande, tu peux répéter s'il te plaît parce que je n'ai pas compris ou je connaissais pas cela. C'est quand on parle à des gens qui sont branchés sur les crypto-monnaies, tu vas entendre Bitcoin, token, tu vas entendre des NFT, des choses comme ça. Alors que si tu parles à quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce monde-là, il va plutôt te parler, ben voilà, moi j'ai une assurance vie, j'ai un contrat de capitalisation qui est démembré. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc on n'évolue pas du tout dans dans le même milieu. Et ce ne sont pas que des mots, parce que ce sont des mots passeports, des mots valises qui sont porteurs de sens. Là, par exemple, pour le monde des riches, les mots sont très importants parce que derrière, il y a des enjeux de création de valeur, des enjeux de création de richesse, et que ces enjeux-là, ces mots-là symbolisent beaucoup de choses. Donc, et portent en soi un chiffre un peu plus important. Et de l'autre côté, on va avoir des mots qui sont portés pour les pauvres sur la survie, sur des urgences en fait du quotidien. Donc forcément, d'un côté et d'un autre, on utilise des mots qui, même si parfois c'est le même mot, parce qu'il y a aussi des mots qui sont polysémiques, ce n'est pas porteur des mêmes valeurs, des mêmes sens. Donc c'est très important. Euh, Quand on parle par exemple de révolution, quand on est pauvre, on dit révolution, on a un sens qui est porté sur le, le changement de classe, le bouleversement des classes. Euh, et quand on est riche, quand on parle de révolution, ça peut être synonyme peut-être de décapitation, mais aussi synonyme euh, de gros enjeux en fait économiques. Donc forcément, un mot n'aura pas la même portée d'un côté que des nôtres. Euh, et c'est vraiment important de le souligner parce que on peut se poser la question, est-ce qu'on parle autrement quand on est riche ou que quand on est pauvre? Ben, alors, on est loin des clichés, des caricatures, mais le monde des riches et des pauvres, c'est vraiment, on développe des langages qui sont différents parce que quand on va s'adresser à un expert comptable, quand on va s'adresser à un commissaire d'une exposition, ben forcément, on n'utilise pas du tout la même chose. Ne serait-ce que, parlons de quelque chose qui est très prisé par les deux, c'est le sport. Ben, comme on dit, il y a des sports de riches, comme on dit, il y a des sports de pauvres. Eh ben, les riches ont tendance à faire du golf, à faire de l'équitation, à faire même des sports New Age, alors que les pauvres, voilà, il y a des sports qui sont très marqués parce que l'enfant va forcément faire du foot, du basket, donc va moins faire de l'équitation ou du tennis. Donc c'est peut-être caricatural, mais c'est loin de l'être parce que même le même sport pratiqué,
Ne serait-ce que deux enfants de milieux riches et de milieux pauvres qui pratiquent le tennis, ils vont pas le pratiquer dans les mêmes clubs et dans les mêmes stades. Donc forcément, il y aurait des associations ou même s'ils appartiennent à la même fédération, il y aurait forcément de grosses en fait différences aussi. Donc aujourd'hui, les, la littérature des riches et des pauvres, voilà, chacun, on peut aimer des auteurs en commun, mais il y a des tendances, des vagues, il y a des modes, des choses qui font que on va plutôt valoriser telle chose. Par exemple, les riches se gossent de lire des classiques, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, d'écouter des pièces, de s'axer sur des classiques ou même des auteurs en fait qui sont très intenses. Et voilà, on va plutôt croire que la consommation littéraire ou culturelle des pauvres, ça s'arrête en fait à la télévision, aux émissions qui sont servies à la télévision. Donc, il y a moins de fréquentation à des bibliothèques ou à des, à des, à des librairies. Et forcément, les institutions à qui on s'adresse, ce n'est pas du tout en fait les mêmes. Donc, les écoles, les riches, en fait, ils ont accès à des pensionnats d'excellence, à des écoles qui coûtent parfois très cher, ou même quand elles sont publiques, mais ils font un super niveau ou une hyper sélection pour rentrer là-dedans. Donc, je parlais dans un épisode précédent de la production des élites. Donc, forcément, c'est différent des pauvres, en fait, qui vont plutôt essayer d'aller au cursus de courte durée à l'école de proximité parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et le temps d'envoyer des enfants loin, ça coûte très cher. Et ça se retrouve même au niveau politique, forcément. Les riches ont tendance à voter plus à droite et les pauvres ont plus tendance à voter à gauche. Et on peut aussi trouver des riches qui votent à l'extrême droite, comme des pauvres qui peuvent voter à l'extrême gauche, ou on peut aussi être au centre, mais forcément, la politique, les enjeux politiques et la gouvernance n'est pas perçue de la même façon parce que une politique de droite va plutôt favoriser un certain soit étatisme ou un libéralisme ou une fiscalité allégée, alors qu'une politique de gauche, de social-démocratie va plutôt favoriser une redistribution des richesses. Et on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Donc les riches veulent pas forcément payer plus et veulent payer au minimum, strict minimum, et ne sont pas du tout d'accord donc de répartir en fait le pactole. Et les pauvres se disent, on a tellement été spoliés que maintenant il faut rendre l'argent, il faut redistribuer tout ça. Ce qui nous amène en fait à se demander si les mots qu'on utilise au quotidien ne définissent pas notre horizon, notre avenir. Eh ben, moi je vous le dis clairement, aujourd'hui quand on est riche, en fait, on se projette comme rentier, on se projette à se dire j'aimerais générer des revenus diversifiés, des revenus actifs qui sont liés au travail direct, au salaire, et aux revenus passifs qui sont liés à mes investissements qui tombent tout seuls sur... on n'a pas la même perception de la dette. Un pauvre, quand il s'endette, c'est peut-être pour subvenir aux factures du quotidien. Donc, il a tendance à aller au surendettement. Un riche, il va plutôt utiliser la dette comme un levier d'acquisition de patrimoine ou de démultiplication de patrimoine. Et il va plutôt parler d'investissement. Il va plutôt utiliser en fait la dette, la levée de fonds, comme étant un moyen de croître et d'acquérir plus de richesses. Et le pauvre va plutôt utiliser la dette pour faire face en fait au coût de la vie. Donc, vous voyez, donc selon le milieu qu'on se trouve, quand on a de l'argent, on a une approche qui est différente. Un riche, quand il a des économies ou des rentrées d'argent,
ces rentrées d'argent sont judicieusement investies afin de permettre de faire naître des petits ou d'utiliser ce qu'on appelle les intérêts composés, de démultiplier ces entrées d'argent. Le pauvre, ces entrées d'argent vont permettre, on va dire, de soulager un quotidien ou de soulager un court terme, mais ne permettent pas, déjà, en raison du coût énorme de la vie, donc de démultiplier cet argent-là. Et on le voit aujourd'hui que ces mots sont aussi facteurs de domination et d'appropriation des richesses. Quand on est riche, en fait, on parle et on s'appuie beaucoup sur l'expertise. On parle beaucoup avec des experts dans tout domaine d'activité, des experts de santé, des experts d'économie, des experts dans différents domaines, à la banque, de l'immobilier, des experts de la fiscalité, des experts en fait, et aussi des experts de montage financier. Donc, on va plutôt se dire, oui, j'ai des prises de participation, je suis associé, j'ai des actions, j'ai pris des dividendes. En fait, on va utiliser des mots pour développer son patrimoine, pour contrôler ses richesses et contrôler aussi la richesse en fait des autres, ne pas subir en fait le monde économique. Et de l'autre côté, le vocabulaire en fait des pauvres, c'est un vocabulaire un peu plus revendicatif, qui va plutôt dénoncer, qui va plutôt se plaindre, qui va plutôt, on va dire, s'ériger contre le système, contre les monopoles, contre ceux qui s'approprient ou ceux qui s'accaparent. Donc, il va être plutôt défensif, en fait, et rageux. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que chacun utilise ces mots pour défendre, en fait, ses intérêts, défendre des choses. Je peux reconnaître que il peut y avoir des diagnostics communs partagés. Par exemple, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une voie du milieu. Quand on parle de crise écologique ou de crise climatique, eh ben, que l'on soit riche, qu'on soit pauvre, quand le climat se transforme et quand la planète en fait brûle, on peut faire ce qu'on veut, mais on est tous dans la même planète. Mais ces mots sont de vrais vecteurs comme je l'ai dit, de sens, mais aussi de vecteurs et de transfert aussi de capitaux, de transfert aussi de richesses, de transfert de biens et aussi de transfert de connaissances. Parlons-en, la connaissance, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'acquérir des connaissances très actualisées, très pointues quand on a les moyens, que quand on n'en a pas. Quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts, c'est très compliqué de lire Tolstoï, c'est très compliqué de pouvoir lire un livre par semaine ou de lire des magazines spécialisés. Donc, ces mots sont des marqueurs aussi de classe, comme je l'ai dit. Donc, selon sa classe, en fait, on a un vocabulaire qui est très, très emprunté. Ça structure aussi, comme je l'ai dit, des destinées. Donc, ça structure des destinées. On sait que en utilisant tel vocabulaire à tel âge, on va plutôt s'orienter vers tel ou tel type de carrière ou tel type en fait d'emploi ou créer tel type d'entreprise. Mais ça permet aussi de dresser des barrières. C'est-à-dire qu'on a des frontières qui sont visibles à l'œil nu, mais aussi invisibles parce que selon avec qui on s'adresse, on peut tout de suite se dire il appartient à telle ou à telle classe. Ces mots sont aussi là pour choquer quand il y a des élections ou quand il y a des causes et qu'on interroge en fait les gens. On a un vocabulaire qui peuvent choquer, qui peuvent provoquer, qui peuvent hérisser, qui peuvent blesser. Et aussi, disons-le, ça peut aussi valoriser. Donc, les mots, bien que il n'y a pas une classe ou il n'y a pas une catégorie sociale qui a le monopole en fait de tel ou tel mot,
Ces mots, aujourd'hui, servent en fait de passeport transclasse, permettent de naviguer d'une classe à l'autre, permettent en fait aussi d'en user et aussi d'en instrumentaliser selon à la classe en fait à laquelle en fait on s'adresse. Alors à partir d'aujourd'hui, quand euh, vous allez échanger, que ce soit au travail, vous allez échanger, que ce soit avec n'importe quelle personne, soyez attentifs aux mots, euh, soyez curieux, demandez toujours qu'est-ce que ça veut dire. Parce que des fois, on peut se faire son sens, on peut se dire, voilà, dans la tête, j'ai compris cela, mais si ça se trouve, votre interlocuteur ne porte pas ou n'a pas le même sens de ce mot-là que vous. Soyez curieux, regardez un petit peu même les annonces, que ce soit des annonces. Prenez une annonce immobilière, un bien qui est à moins de 200 000, 300 000, un bien qui est à 1 million. Regardez le descriptif en fait de ces biens-là. Regardez quand vous voyez des sacs de grandes marques, regardez comment on décrit le sac, comment est vendu, et regardez tout simplement le sac bon marché qu'on peut trouver ailleurs à moins d'une cinquantaine d'euros. Regardez comment c'est. Vous verrez bien que c'est pas du tout le même vocabulaire. Vous l'avez constaté quand vous allez au restaurant, un restaurant bon marché. Les plats n'ont pas le même descriptif, on n'utilise pas le même langage, alors que pour décrire un restaurant ou des plats ou un menu gastronomique, vous voyez bien la différence. Et il faut s'arranger et faire en sorte de ne pas être prisonnier de son milieu social, de pouvoir être transclasse, de pouvoir discuter avec des gens d'autres classes pour voir comment les mots sont utilisés, comment ils ont acquis en fait un nouveau vocabulaire. Moi, je vais vous donner un exemple parce que j'en ai parlé il y a quelques jours. J'ai côtoyé un membre de ma famille euh, qui était qualifié en fait de riche et j'étais très jeune. Je pense que j'avais pas dépassé la classe de CM2 et il me parlait déjà d'usufruit. Il me dit bon voilà, moi c'est mon usufruit et je l'entendais dire action, je l'entendais voilà parler des mots comme ça et ces mots-là toute ma vie en fait je les ai gardés dans un coin et j'en ai compris le sens très tard quand j'ai commencé à faire mes études, qu'on a commencé à aborder l'économie, à aborder en fait le droit des affaires. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ces mots-là, ils étaient dans un coin de mon cerveau depuis des années. Et je l'ai vu à plusieurs reprises utiliser des mots. Pour moi, bon, je pensais que c'était des mots comme ça, mais derrière ces mots-là, il y avait un chiffrage, il y avait des chiffres, ça signifiait telle ou telle chose. Et même dans son attitude en fait au quotidien, euh, il ne parlait pas de la même façon que quand il nous parlait à nous ou quand il s'adressait en fait à son personnel, à ses employés. Donc, et c'est là où ça m'est venu en fait cette idée quand je préparais cet épisode en disant on est en train de s'insurger en disant il y a des quartiers des riches, il y a des quartiers des pauvres. Ah bah, ce n'est pas que de la géographie, ce n'est pas que de l'immobilier ou que la répartition des personnes sur le territoire. C'est aussi des mots, c'est aussi un phrasé, une façon de s'exprimer. On ne formule pas les mêmes choses de la même façon. Et ça serait très bizarre de pouvoir, par exemple, quand on s'adresse en fait à un avocat d'affaires, d'aller placer un wesh dedans, d'aller placer des mots bon, on parle pas de verlan, mais les nouveaux mots comme la S qu'on entend aujourd'hui, des choses comme ça d'être ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas en improviser. De la même façon, on peut pas aller dans un quartier très populaire faire semblant d'utiliser ce vocabulaire. En fait, on serait ridicule. Ou si on n'en maîtrise pas,
les choses, c'est aussi compliqué. Donc, d'un côté ou d'un autre, on a tous besoin d'avoir un passeport transclasse. On a tous besoin de comprendre, en fait, l'usage et le sens, en fait, de tel ou tel mot. Et ces mots, comme on dit, ça nous définit, mais ça nous marque pas à vie. On peut parler tel ou tel mot, on peut avoir un nouveau vocabulaire qui est rentré dans notre vie, comme il y a un vocabulaire qui peut en ressortir. Donc, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de royalties à utiliser tel ou tel mot. Donc, c'est à chacun de profiter, de faire son cheminement pour aller vers un champ lexical, pour utiliser en fait la sémantique adaptée à ces enjeux de vue. Ce n'est pas tendance d'avoir un langage châtié, comme ce n'est pas non plus vulgaire d'avoir un langage Jones du quotidien. C'est, voilà, posez-vous la question, voilà, j'ai quel âge, quels sont mes enjeux, comment je dois adapter mon langage, comment je dois adapter mon mot, comment je peux emprunter, utiliser des mots, comment je peux me les approprier. Mais sachez que les mots M-O-T-S ne portent pas les mêmes sens, les mêmes enjeux, et que chacun peut définir, peut tracer sa trajectoire. Donc voilà, je serais ravi de savoir si dans votre quotidien ou dans votre expérience de vie, il y a des mots qui vous ont marqué comme moi, le mot usufruit, des mots qui vous ont interpellé, choqué, frappé. N'hésitez pas en fait à le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, Gros Sou demain.